Bonjour à toi et bienvenue dans le podcast Les Sentiers du Possible. Je suis Alexandra Ridou, coach certifiée et fondatrice de Randose, pour t'accompagner à cheminer vers une vie pleine de sens et d'impact. Chaque lundi, je te partage mes réflexions et outils pour t'aider à atteindre les sommets de ton épanouissement. Et les mercredis, je te laisse découvrir une interview inspirante d'invités qui vivent la vie qui leur correspond vraiment. Ah, et j'ai oublié, je t'invite à écouter chaque épisode en marchant. Les neurosciences l'ont démontré, marcher te permet de prendre plus de recul, de développer ta créativité et ainsi prendre les meilleures décisions pour vivre la vie qui te fait vibrer. Hello tout le monde, bienvenue sur le podcast Les Sentiers du Possible et aujourd'hui je suis ravie d'accueillir Laure Daudier de Masloboîte. Salut Laure. Salut Alexandra, ravie d'être sur ton podcast et de pouvoir échanger avec toi. Moi aussi, surtout qu'on va parler d'un sujet qui est vachement à la mode en ce moment, le slowpreneuriat, le fait justement d'avoir une activité où finalement on fait moins mais mieux. Mais d'abord, Laure, pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es la fondatrice de Masloboîte qui prône justement le slowpreneuriat. Et qu'est-ce que tu pourrais dire de plus justement sur toi, qui est Laure, en quelques mots, quelques phrases? Alors Laure, c'est quelqu'un qui il y a de ça 6 ans, je pense, 6 ans de ça, n'était pas du tout dans le slowpreneuriat. Donc je tiens à rassurer tout le monde, ce n'est absolument pas quelque chose qui m'a poursuivi, c'est plutôt quelque chose dans lequel je suis tombée. Je suis à mon compte depuis 2017 et je me suis mise à mon compte après avoir fait un burn-out et après des années à avoir été convaincue que, on ne pouvait avoir de réussite professionnelle et dans la vie d'ailleurs, que pour réussir dans la vie, il fallait réussir professionnellement et que pour réussir professionnellement, il fallait travailler dur, beaucoup, voilà, mettre vraiment une place centrale en fait sur son travail pour pouvoir atteindre ça. Donc ça m'a pas réussi, ça m'a pas du tout réussi. Dans ma dernière expérience salariée, j'ai fait un burn-out lié à la fois au nombre d'heures, parce qu'on parle souvent de temps de travail. Donc oui, je travaillais énormément, je faisais un double temps plein, on va dire. Euh, mais surtout, c'est plus que ça, je crois, dans mon cas, ça a été le fait d'être tout le temps en inconfort et de toujours travailler à contre-courant par rapport à mon mode de fonctionnement naturel, plus un manque de reconnaissance pour tout ça. Et donc, quand je me suis mise à mon compte, c'était vraiment pour pouvoir faire les choses à ma manière, réduire mon temps de travail, bien sûr, mais je pensais encore qu'en tant qu'entrepreneur, il allait falloir quand même que je cravache un minimum. Et c'est la maternité qui est arrivée dans la même période qui m'a fait comprendre que je n'allais pas pouvoir être Beyoncé finalement. Je n'allais pas pouvoir être une entrepreneur performante sur tous les plans, une mère performante sur tous les plans. Euh, et voilà, puis j'ai travaillé comme ça j'ai réduit beaucoup mon stress lié au travail, donc mon temps de travail, mais aussi le stress de manière générale lié au travail, entre 2019 et 2020. Et puis au bout de 2 ans, à voir que, surtout en post-Covid, où il y avait beaucoup de gens qui ont des prises de conscience quand même par rapport à la place du travail, j'ai eu l'intuition que c'était le bon moment pour un petit peu faire mon coming out sur ma manière de travailler que je ne voyais nulle part ailleurs. C'est-à-dire que autour de moi, tous mes confrères, consoeurs, ils cravachaient, même, tu vois, même en post-Covid, ils étaient tout le temps en train de beaucoup travailler, pas toujours pour gagner beaucoup d'ailleurs. Donc j'ai décidé début 2021 de lancer ma slow boîte en arrêtant mon activité de freelance pour pouvoir accompagner, à travailler de cette manière-là et puis depuis un peu plus récemment apporter ce modèle aussi médiatiquement. Ultra intéressant et c'est quand même contre-intuitif qu'on se le dise dans le monde d'aujourd'hui de se dire bah je vais travailler moins mais en même temps je peux gagner autant. Ouais, Toi, j'imagine en 2018-19, j'ai plus les dates exactes, tu étais seule à te dire ça. Ah, quand tu t'es mis à travailler moins, tu t'es dit ouais. c'est bon, je sais que c'est la clé du succès et que je vais pouvoir gagner autant, ou tu t'es dit je travaille moins mais ok je gagnerai moins et c'est comme ça et tu l'as découvert en chemin que finalement c'était pas le temps de travail n'était pas directement lié au salaire. C'est exactement ça. En fait, à ce moment-là, moi, je ressentais venir de nouveau les signaux du burn-out, donc qui étaient liés cette fois autant à mon travail qu'à la maternité, parce qu'avec un bébé, ça, c'est une grosse source de stress. Je dormais pas beaucoup, enfin, il y avait tout ça. Et donc, j'ai vraiment fait un choix de priorisation, de prioriser ma santé mentale et ma vie de famille. Mais je me suis dit, bon, mais puisque je baisse le stress dans mon travail, parce que j'avais pas envie de retourner au salariat, et puis honnêtement, je ne pensais même pas ça compatible avec ce que j'étais en train de vivre, donc c'était même pas un rejet du salariat, c'était, bah non, déjà que j'en bave en maîtrisant mes horaires, alors j'imagine pas si en plus je rentre dans un cadre comme ça. Et oui, ça a été une décision de raisonner de
mais tant pis, mon business, il va vivoter pendant quelques temps. Et puis quand ça ira mieux, quand je serai plus reposée, que mon fils aura grandi, eh bien, je remettrai les bouchées doubles. C'est vraiment dans cette optique que je l'ai fait. Ok. Parce qu'à ce moment-là, pour moi, baisse de stress, c'était forcément baisse de résultat parce que j'avais encore cette croyance que il fallait un minimum de stress pour avoir de la performance, hein, toutes ces idées reçues que j'ai déconstruites par la suite. Et je me suis rendu compte en effet que plus je baissais mon niveau de stress au travail, et plus les choses étaient fluides, je faisais un travail de meilleure qualité. Et puis dans mes choix aussi, moi j'ai changé pas mal de choses dans ma manière de trouver des clients, par exemple. Je voulais plus que ça soit stressant, donc bah, ça marchait mieux, ça donnait de meilleurs résultats. Et petit à petit, mon business s'est mieux développé de cette manière-là. Et c'est là que j'ai eu cette prise de conscience un peu de, mais en fait, on me ment depuis que j'ai 3 ans à peu près, en me disant que le résultat ne peut arriver que quand il y a de la difficulté et de l'effort et il faut souffrir un peu. Ce qui m'a d'abord généré de la colère, honnêtement. C'est-à-dire qu'avant de me dire, hé, trop cool, j'ai eu vraiment cette sensation de, mais pourquoi est-ce qu'on nous rabâche ça tout le temps alors qu'il y a une autre voie qui est possible? Et cette colère, j'en parle parce que ça a été un vrai moteur pour moi aussi pour décider d'en parler. Parce que Ouais. je peux avoir une blessure de l'injustice qui, tu vois, qui est assez forte. Et donc, pour moi, c'était vraiment ça. C'est, mais comment ça se fait qu'il y ait autant de gens qui s'épuisent et pas grand monde qui leur dit, mais il y a une autre possibilité que la hustle culture et que de se faire du mal. Il y a un autre moyen d'avoir des bons résultats. Donc, non, non, moi, ça a été une découverte complètement euh, presque hasardeuse, quoi, tu vois. J'aurais pas, je sais pas, j'aurais peut-être eu mon fils plus tard, si ça se trouve, j'aurais pas eu cette prise de conscience. Donc, bon, les choses arrivent peut-être pas par hasard, mais c'est l'expérience qui a fait évoluer mes croyances, c'est pas l'inverse. Mm, top. Et justement, pour toi, ces croyances, elles viennent d'où? Donc, qu'est-ce qui fait sociologiquement, je ne sais pas si tu as un peu étudié la chose, Oui. qu'on est persuadé qu'il faut travailler plus pour gagner plus? Il y a plusieurs sources à ça. Alors oui, je suis beaucoup allée creuser ça parce que forcément, quand j'accompagne des personnes à travailler de cette manière-là, les croyances, ça va être le premier frein. C'est-à-dire que sur le principe, sur les tâches à faire en soi, il n'y a rien de très complexe. Poser un cadre, le faire respecter, enfin, tu vois, c'est pas compliqué en soi. La plus grosse difficulté, c'est réussir à faire que la personne, elle passe le pas malgré sa culpabilité, malgré sa peur que ça fonctionne pas, etc., etc. Donc forcément, le travail sur les croyances, il est hyper intéressant à les regarder. Il y a plusieurs choses. On a en Occident, mais en fait c'est un peu pareil partout, mais on a un gros héritage quand même judéo-chrétien et il y a une valorisation de la souffrance dans cet héritage religieux qui est très fort. Mais je dis ceci dit, dans toutes les religions majeures, il y a un sens qui est donné à la souffrance, donc c'est pas nécessairement quelque chose que judéo-chrétien, mais en France en l'occurrence c'est cet héritage-là qui fait que euh, pour être une bonne personne, quelque part, il faut quand même souffrir un minimum. Donc ça, c'est très fort et c'est comme si dans le monde du travail, on oubliait que bah, la vie nous amène déjà son lot de souffrance, c'est-à-dire que indépendamment de ce qu'on fait dans notre boulot, on maîtrise peu de choses et puis bah, bien sûr que tout le monde a des galères, tout ça. Mais tu vois, c'est comme si dans le monde du travail, avec notre habitude de, tu sais, de segmenter, il y a vie pro, vie perso, bah, c'est comme si à chaque fois qu'on rentrait au boulot, hop, on oublie tout le reste, toutes les autres souffrances, et donc il faut en rajouter. Et après, tu as le fait que depuis plus de 100 ans maintenant, on soit dans une vision productiviste, industrielle, donc vraiment sur cette notion de la productivité, d'optimiser toujours, de faire un effort, d'être dans la performance, cette espèce de culte de la performance. Et tu ajoutes à ça la méritocratie. La méritocratie, c'est une pensée sur comment, une philosophie, on va dire, sur comment on peut réussir, donc qui date des années 30 à peu près, et euh, qui est un mix entre la religion, parce que c'est le milieu protestant, et capitaliste, qui a mis à jour en fait cette pensée-là de on peut partir de rien, et si on fournit assez d'efforts, monter très haut. Ce qui, à la base, n'est pas nécessairement problématique, parce que ça avait pour objectif de donner de l'espoir aussi à toutes les classes sociales, que bah, si le fameux quand on veut, on peut, ce Ouais. qui, ce qui ne se vérifie pas hein, dans la réalité, la méritocratie, c'est un gros mythe. En tout cas, ça a très bien pris. Au-delà du fait que ça ne soit pas la réalité, puisque l'immense majorité des gens qui réussissent viennent quand même de milieux aisés, qui leur ont offert une éducation, des contacts, etc. Ah, c'est une sorte de probabilité, de toute façon. Oui, mais voilà, oui, bien On sûr, va il y a mettre en quelques avant le exceptions, mais 0,1% qui montre l'exemple et exactement, c'est l'exception qui fait la règle, alors que bah non. Et donc, à côté de ça, si tu veux, le mauvais pendant de ça, c'est que puisque
on peut tout accomplir en souffrant un minimum et en étant très discipliné, très motivé, en lâchant rien, ben, on en est venu à mal juger les personnes qui ne font pas tout ce qu'elles peuvent et qui se sacrifient pas sueur et sang pour leur boulot. Et donc, bah, ça veut dire que oui, il y a aussi des gens qui réussissent parce qu'ils sont bien nés et on va avoir tendance à dévaloriser ça. Et puis, bah, tu vois, c'est tout un espèce de système de croyance qui fait que on ne s'autorise pas à la réussite sans un minimum de souffrance. Et ça, on l'a tous intériorisé parce que même dans notre système scolaire, on est valorisé pour nos efforts, on est valorisé pour la performance, pour les bonnes notes, pour tout ça. Et il n'y a pas de prise en compte de la réalité de chacun, finalement. Alors, au cas par cas, ça arrive, mais la plupart du temps, on n'a pas un système qui fait ça. Donc, l'école ne le fait pas et la manière dont on travaille ne le fait pas non plus. Donc, oui, il y a beaucoup d'origines de l'ordre de l'ordre de la société, en fait, et des croyances qu'on partage, mais qui ne sont pas la réalité de manière pragmatique, qu'est-ce qu'il faut réellement, qu'est-ce qui est la clé de la réussite. Et en réalité, la clé de la réussite est souvent un mélange de plein de choses qu'on ne maîtrise pas, plus que ce qu'on fait nous. Donc c'est ça qui est peut-être dur à accepter pour beaucoup, c'est que on ne peut pas tout maîtriser et il n'y a aucune méthode qui donne une garantie de quoi que ce soit. Ouais, et puis en plus, chacun a sa propre vision de la réussite. C'est-à-dire que Exactement. qu'est-ce qui Oui, vraiment, moi, me rendra heureux, c'est peut-être pas forcément ce qui rendra heureux la personne de la gauche. Et donc, si j'essaie d'atteindre la vision de la réussite de la personne qui est à ma gauche, c'est pas ça qui me rendra forcément plus heureux et qui me complètement. générera moins de stress. C'est ça. Et donc, tu as raison de le pointer, c'est-à-dire qu'il y a aussi cette croyance sur ce qu'est la réussite et vers laquelle, qui aujourd'hui consiste à globalement gagner beaucoup d'argent, avoir une posture importante dans la société, avoir une famille équilibrée. Enfin, tu vois, c'est très classique. Et quand on court après une vision de la réussite qui finalement n'est pas celle qui nous nourrit, bah parfois, et ça arrive très souvent, on sacrifie beaucoup pour se rendre compte au bout du compte qu'on est malheureux. Et ça, il y a plein de gens pour qui c'est le cas, y compris des gens qu'on considère comme des modèles. Hmm. Carrément. C'est Jim Carrey, je crois, qui disait, je souhaite à tout le monde de réussir le plus vite possible pour se rendre compte que c'est pas ça qui est le plus important. Ouais, c'est ça. Tu as le patron de Nike aussi, j'ai oublié son nom, qui a écrit tout un bouquin sur une autobiographie et donc un livre qui adorait des entrepreneurs parce que oh là là, quel modèle. Et puis il termine en disant, bon, par contre, mes enfants me détestent, mon fils est mort sans que j'ai pu me réconcilier avec lui. Voilà, bon, bah, en fait, je dis, il y a même des gens, c'est des modèles entrepreneuriaux, mais si on leur donnait le choix de refaire les choses, en fait, ils ne feraient pas ce métier-là. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, parce que la manière dont on impose les choses sur l'entrepreneuriat aujourd'hui, bah, ça rend beaucoup de gens malheureux. Ouais. Et je trouve que son entrepreneuriat, c'est un très bon exemple. Alors, pas à grosse échelle des grosses boîtes, on ne le voit pas forcément, mais je trouve le nombre d'entrepreneurs qu'on voit qui font 1 million d'euros avec des grosses équipes et qui finalement arrêtent tout et reviennent à un business beaucoup plus simple, qui Oui. va peut-être aussi faire le million, mais à un truc où il y a lui, trois freelance, j'exagère un peu, hein, Ah mais ouais. bien dans un truc beaucoup plus simple. Je trouve qu'on est justement depuis, alors moi je suis dans l'entrepreneuriat depuis 2021. Mais depuis 1 an, je trouve qu'on voit beaucoup plus de monde justement qui reviennent en arrière. Oui. Alors déjà, la start-up, elle fait plus trop rêver. Non. Euh, Depuis qu'il n'y a plus de financement, ça fait moins rêver. voilà, c'est ça. On a compris que c'était quand même assez galère de créer une Ouais. start-up. Donc ça fait déjà beaucoup plus moins rêver. Il y a plus le système de freelance et d'entrepreneurs à plus petite échelle, en tout cas sans avoir besoin de gros investissements. Et je trouve que même parmi les entrepreneurs qui ont pas forcément des grosses équipes, mais quand même 10 15 personnes, on voit un retour en arrière en mode ouais, mais même 10 15 personnes, Oui. Ouais, c'est ouais. chaud. Et finalement, ce que je veux, c'est un truc plus simple. Oui, oui, complètement, parce que en fait, on fantasme un petit peu la posture du chef d'entreprise, mais sans toujours se poser les bonnes questions. Et la première bonne question, par exemple, c'est est-ce que j'ai envie de manager? Et c'est une vraie question à se poser parce que quelqu'un qui n'a pas d'appétence pour ça, c'est une catastrophe et pour cette personne-là et en général pour son équipe parce que quand on n'est pas, quand c'est pas quelque chose qui nous épanouit, bah, on n'est pas un bon manager la plupart du temps. Ou alors Mm. on se sacrifie et donc enfin voilà. Donc ouais, il y a cette image fantasmée de l'entrepreneur et il y a plein de formes d'entrepreneuriat et, et c'est ce qui arrive ouais, quand on poursuit un petit peu les rêves des autres sans s'être posé sur ce qu'on a vraiment envie soi. Ouais. Ultra intéressant. Maintenant, si on vient vraiment au cœur du sujet, du coup, le slowpreneuriat, quelqu'un qui veut mettre en place une philosophie de slowpreneur, Mhm. ce serait quoi les premières choses qu'il devrait faire?
Alors, dans le slowpreneuriat, on a une particularité, c'est que contrairement aux autres modèles que sont l'entrepreneuriat traditionnel et start-up, ce n'est pas l'entreprise qui est au cœur de priorité, c'est l'humain. Donc, soit l'humain, l'entrepreneur s'il est tout seul, ça peut être aussi un humain avec son équipe. Donc, moi, j'aime bien dire qu'on est des entreprises à but humain et à moyen lucratif et pas l'inverse. Donc, ce que ça change par rapport aux autres modèles, c'est que on va toujours commencer par se demander quelle est ma réalité, quelles sont mes capacités là à l'heure actuelle, à l'instant T, parce que bah, évidemment que les choses peuvent évoluer. Quelle est, en fait, on va mettre en place ce que moi j'appelle des contraintes créatives. C'est comme des paramètres, tu vois. Est-ce que quelle est l'énergie que j'ai à donner pour mon entreprise? Quel est le temps que j'ai envie d'y donner? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre au quotidien? C'est quoi mes objectifs de vie quotidienne? Pas est-ce que j'ai envie de partir en vacances cet été à tel endroit, mais là, dans les prochains mois, je veux que mes journées ressemblent à quoi? Euh, je veux vivre où? Je veux faire quelles activités? Enfin, tu vois, on replace vraiment l'individu en fait au cœur du projet. Et ça va, on va aussi définir les limites. C'est quoi mes limites? Qu'est-ce que je veux pas faire? Qu'est-ce que j'accepte de faire de temps en temps, mais il faut vraiment que ça soit exceptionnel. Donc, il y a tout ce travail-là. Euh, et puis, on va intégrer ça dans la construction du business. Tu vois, quand on construit un business, aujourd'hui, on s'intéresse beaucoup aux clients, à la cible, on creuse beaucoup cette partie-là, et puis on va voir ce qu'on peut lui proposer comme solution en face. Et bien là, on va rajouter au même niveau que le client la personne qui entreprend, et on va réfléchir aux solutions tant en termes d'offres que de manière de communiquer, de vendre, de s'organiser, au point de rencontre entre les besoins de l'entrepreneur et les besoins de la cible. Et il y en a toujours. Des fois, il y a la crainte de ah là là, si on ne se retrouve pas, si. C'est juste qu'on ne regarde pas. Donc, l'idée, c'est qu'aucune des deux parties n'ait besoin de s'adapter. Et ce qui est génial là-dedans, c'est que ça permet que les tâches qui en découlent au quotidien soient confortables pour l'entrepreneur, mais ça offre aussi plus de variété dans l'offre. C'est-à-dire que même dans des domaines ultra concurrentiels, bah, quand tout le monde fait un peu la même chose, la clientèle, elle a toujours le choix entre un peu tout le temps la même chose. Donc, c'est pas pour ça que ça lui convient parfaitement. Donc, en allant chercher ce point de rencontre, ça permet d'être très clair et aussi de répondre à un besoin, à un manque, en fait, sur notre clientèle qui peut-être bah, doit elle aussi s'adapter à l'offre existante alors qu'elle voudrait autre chose. Donc, en général, c'est comme ça. Là, je te le fais en accéléré, évidemment, puisque tout ça, c'est plein d'étapes, Et mais tu c'est l'idée as, centrale. justement un exemple que tu as en tête d'un client ou de toi, de, bah tiens, le marché, on avait l'habitude de voir ça, Mhm. et finalement, il a fait ça parce que ça lui correspondait mieux par rapport à son style de vie, pour qu'on puisse voir voilà, un peu un exemple concret du Ouais. champ des possibles. Je peux t'en donner deux. Bah, ce que j'ai fait moi, par exemple, sur la partie commerciale, et je peux te parler aussi d'une cliente. J'insiste parce que souvent, on pense sur les offres, mais c'est vraiment aussi valable pour tout ce qu'on fait avec nos clients, donc la partie commerciale. Moi, pendant des années, vu que je travaillais, alors maintenant, je fais aussi du présentiel, mais je travaillais pendant longtemps uniquement en ligne. J'ai fait du commercial et de la communication assez classique, création de contenu, webinaire, promotion, etc. Je l'ai fait pendant quelques années parce que je me concentrais sur améliorer d'autres points de mon business, mais ça restait le point noir parce que c'était pas en adéquation avec mes valeurs, donc il y avait encore de l'inconfort. Et donc j'ai décidé l'année dernière de lever cet inconfort-là et je savais que mon besoin à moi, c'était euh, de faire des choses de manière, en fait, de ne plus avoir de clients qui venaient parce qu'il y avait une opportunité financière. Ça, c'est quelque Ouais. chose que je voulais arrêter parce que j'étais pas confortable avec ça. Et en plus, dans l'engagement qu'il y avait derrière, comme moi, en l'occurrence, c'était pour un programme long, je voyais vraiment qu'en fait, les gens s'en servaient pas. Mm. Et donc, j'ai fait le point sur, OK, ça, c'est ma limite. Et qu'est-ce qu'il y a dans ma zone de confort? Qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce que je fais bien? Je savais qu'il y avait tout ce qui était écriture. Alors, évidemment, l'oralité aussi, mais l'écriture, imaginer des choses. Et j'ai beaucoup de créativité autour des business models, des manières de faire, etc. Donc, tout ça, je sais que j'avais ça pour moi. Du côté de ma clientèle, ce que j'avais relevé comme besoin, c'est d'une part un peu de surcharge sur tout, aussi tous ces sujets-là, beaucoup de webinaires à suivre, beaucoup de programmes, beaucoup de coaching, blablabla. Et j'ai un profil dans ma cible qui sont des personnes qui ont besoin de se projeter. Elles ont besoin de savoir où elles mettent les pieds. Elles ont besoin de savoir comment ça va se passer et elles ont souvent des difficultés à prendre du recul sur leur business. Donc, tu vois, j'ai vraiment pris bah, Mm. mon besoin à moi, mes limites, et tiens, mon audience particulière, quelles qu'elles ont. Et donc, quand tu suis un webinaire ou quand tu vois une page de vente, bien sûr que tu peux toujours poser des questions, mais
est-ce que ça va te correspondre à toi? Est-ce que par rapport à tes objectifs, ça va être toi? Est-ce que c'est vraiment cette personne qui va t'accompagner derrière? Tu peux poser des questions, mais voilà, c'est assez classique. Et moi, ce que je ne voulais pas faire, c'était des appels découvertes, ce qui est généralement la solution proposée dans ce cas-là. Sauf que par rapport au respect de mon temps, c'est pas quelque chose que j'avais envie de proposer, tout simplement. Donc, ce que je fais maintenant depuis l'année dernière, c'est que je propose aux gens qui veulent rentrer dans cet accompagnement-là, qui s'appelle Slow Up. Ils remplissent un formulaire, ils me donnent leurs 4-5 grands objectifs sur l'année, qu'est-ce qu'ils aimeraient améliorer. Et moi, je leur fais une projection ultra personnalisée à l'écrit sur 12 mois. C'est-à-dire, en gros, s'ils rentrent dans l'accompagnement, je leur imagine un futur possible. C'est pas forcément comme ça que ça va se passer, mais ça leur permet déjà d'avoir mon regard sur, tu vois, cette prise de recul sur leur business, comment j'envisage les choses, quels sont les contenus du programme qui leur correspondraient, comment la communauté peut les aider, quels sujets ils peuvent amener sur des lives. Donc, c'est presque, tu sais, comme une page de vente, mais ultra personnalisée individuellement. Et ça change énormément la donne. Je ne fais plus de promotion parce que les gens se lancent parce qu'ils sentent suite à ça que c'est le bon moment pour elles. Et il y en a qui disent, OK, mais plus tard. Mais tu vois, là, Ouais. typiquement, moi, j'adore les faire. C'est-à-dire que même quand ça signe pas, c'est un moment pour moi de projection, d'imagination, de créativité qui m'épanouit beaucoup. Donc, ça me nourrit. Ça a un bon taux de transformation. Et pour les personnes qui rentrent dedans, dans le programme, bah, en fait, on a presque une feuille de route, même si on sait qu'il y a des choses qui vont changer. En plus, ça nous aide avec l'équipe d'accompagnement à savoir, bah, tiens, telle personne, voilà un petit peu la direction qu'on va prendre. Donc, ça, c'est quelque chose que j'ai co-construit. Je te donne un autre exemple chez une cliente que j'aime bien prendre un exemple, Alix, parce qu'elle a fait ça dès le début de son activité. Et donc, très souvent, on a tendance à se dire qu'au début, il faut cravacher, il n'y a pas de choix. Et que le slowpreneuriat au départ, c'est pas possible parce que bah, on n'a pas toujours le temps d'attendre 3 ans avant de vivre de son activité. Alix, c'était une infirmière qui a fait un burn-out pendant la période Covid. Donc, elle s'est reconvertie suite à ça. Milieu médical, la communication, le marketing, c'est pas vraiment dans les habitudes. Donc, elle est arrivée avec des objectifs clairs. Elle voulait se dégager un chiffre d'affaires de 3 000 € par mois, à peu près. Par contre, dans sa réalité, il y a aussi le fait qu'elle a de l'endométriose et que, en fait, une semaine par mois, elle est incapable de travailler. Si elle se force à travailler pendant cette période-là, ça lui pourrit son mois. Ouais. Donc, elle est arrivée avec ça, avec ce petit package. Bonjour, j'y connais rien dans l'entrepreneuriat, j'y connais rien au commercial, à la vente, à la communication. J'ai de l'endométriose, je vais gagner 3 000 € par mois de chiffre d'affaires. Et en fait, elle a vraiment suivi, pour le coup, elle a suivi ces principes-là à la lettre. Et elle fait des prestations, elle travaille sur le bien-être animalier, sur le soin animalier, et elle fait des prestations en présentiel et en distanciel. Et en fait, elle a toujours été très transparente avec ses clients sur le fait que elle peut être amenée à décaler les rendez-vous. Elle prévient au départ, ce qui fait qu'il n'y a pas de surprise et que ça se passe très bien. Et dans les limites aussi, quand elle a recherché un peu ses méthodes commerciales, elle s'est rendue compte que son besoin, c'était de pouvoir expliquer son métier et choisir ses clients. Et donc de parler aux gens avant de prendre un rendez-vous. Et donc, elle a décidé de faire quelque chose qui ne se fait pas du tout dans son domaine parce que ces séances, je crois qu'elles sont autour de 60 euros. Elle fait des appels découvertes. Ouais. Passer 30 minutes gratuitement avec quelqu'un au téléphone pour une séance à 60 euros, sur le papier, c'est pas du tout rentable. Mm. Sauf que, elle, c'est ce qui lui permet aussi bah, voilà, de voir si elle sent la personne. Elle a un taux de transformation à 95%. Donc, en fait, ça marche très bien. Et surtout, les personnes souvent prennent plusieurs rendez-vous. Donc, ça se rentabilise comme ça sur le long terme. Et par rapport au bouche à oreille, ça l'a beaucoup aidé parce que les gens, quand il y a beaucoup de gens qui viennent par bouche à oreille, elle communique, elle les présente sur Instagram, mais en fait, elle a plutôt des ambassadrices. Donc, elle, faire des contenus au quotidien, c'est pas tout ce qui lui faisait plaisir. Elle en fait un peu, mais quand elle a envie. Par contre, elle a choisi des ambassadrices à qui elle va offrir des séances. Et en échange, elle partage à leur communauté les retours de la séance. Et en fait, elle a organisé, tu vois, en posant ses limites et en cherchant ce qui pourrait intéresser les gens. Et en l'occurrence, c'est sur ce genre de métier, c'est le besoin de recommandation, Mm. le besoin de comprendre. Bah, elle a vraiment choisi tous ces outils en fonction de ça, à ce point de rencontre. Et au bout d'un an, 1 an et demi, elle fait ses 3 000, même plus, 3 000 € de chiffre d'affaires. Et elle a toujours été en soloprenariat et elle travaille à peu près 3 semaines par mois. Donc, c'est vraiment ce principe d'aller le chercher, ce point de rencontre qui existe, mais qu'on prend souvent pas la peine d'aller chercher. Ouais, ultra, ultra intéressant. Ça me fait cogiter aussi.
En parallèle, là, quand tu as dit les appels découvertes, mais en fait, moi, les appels découvertes, j'adore ça. Donc, Mais c'est ouais, oui, en par contre, fait, c'est mon. c'est ça. Et puis c'est ça qui est génial parce que, tu sais, on cherche toujours comment se distinguer, se différencier, et on a l'impression que c'est une question d'aller proposer un truc extraordinaire, jamais fait. Mais je pense pas que ce soit ce que les gens cherchent. Les gens, ils ont besoin de quelque chose sur lequel ils n'ont pas à s'adapter, qui correspond parfaitement à leurs besoins. Et je pense que quand on étudie nos cibles, on pense pas à aller aussi loin, à leur demander, bah, aujourd'hui, dans les solutions recherchées, qu'est-ce qui vous manque? Ce serait quoi l'idéal? Qu'est-ce que vous avez à reprocher aux gens de mon secteur? Enfin, tu vois, on n'ose Mm. pas trop aller poser ces questions-là. Et donc, on passe à côté de ça. Mais et puis, c'est aussi en exprimant ses limites que c'est Ouais. assez rigolo. Quand on exprime ses limites, les gens, l'immense majorité des gens, sont bienveillants et vont aussi aller chercher ce point de rencontre avec nous. Et c'est ça qui est génial. Et ça Ouais, moi, je change le tout. vois, bah, c'est quand je me suis lancée, du coup, ma cible, c'était les salariés épuisés qui voulaient trouver leur voie. Et j'étais là, non, mais alors dans les débuts, tu vas être obligé de proposer des appels découvertes les soirs, les week-ends, parce que les salariés ne peuvent pas se Mm. mettre sur des horaires de la journée. J'ai fait ça. Moi, j'ai dû tenir 4 mois et à un moment donné, ça m'a tellement saoulée. Puis, alors, faut dire, ce qui m'a rassurée, c'est qu'il y avait aussi des gens qui venaient, je voyais de temps en temps en journée. J'ai arrêté du jour au lendemain en me disant, ça va faire chuter totalement les appels, Mm. tu vas avoir un trou dans ton chiffre d'affaires, etc. Il y a Ben, pas eu, il y a eu zéro impact parce que les gens, en fait, ils s'adaptent, comme tu dis, à nos contraintes, à nos limites. Et oui. ceux qui s'adaptent pas, finalement, ils auraient peut-être été de mauvais clients ou jamais Exactement. clients. Et en fait, En fait, c'est tout à fait ça. Et je crois que c'est légitime comme crainte. De toute façon, à partir du moment où tu vas à contre-courant par rapport à ce que tu vois partout ou ce qui te semble logique, c'est normal qu'il y ait de la crainte. Mais les gens s'adaptent, en fait. Et puis, ils se posent pas plus de questions que ça, en fait. Ils voient que c'est disponible là, si ça les intéresse. Et en effet, si c'est des bonnes personnes, elles trouveront un moyen. Et tu vois, il y a vraiment une question de confiance. C'est comme si, des fois, j'ai un peu l'impression que, inconsciemment, sans doute, on prend les gens comme s'ils n'étaient pas autonomes, comme s'ils n'étaient pas capables de s'adapter aussi. Nous, c'est ce qu'on fait, hein. Quand tu dois prendre rendez-vous chez un spécialiste et que tu as, des créneaux, tu n'as pas le choix des créneaux, mais quand tu as besoin de lui, tu trouves le moyen. Et à mm, l'inverse, quand ton magasin il est fermé le dimanche, tu te dis pas, oh là là, mais c'est inacceptable, ils sont fermés le dimanche alors que j'ai besoin de beurre. Enfin, tu vois, ça nous semble logique, mais c'est exactement pareil pour nos business. ouais, carrément. Ultra intéressant. Et je vais te partager un point. Alors, sans mettre le nom slowpreneuriat dessus, ça fait ouais, au moins 1 an que je me dis, allez, il faut que tu ralentisses, il faut que tu remettes plus de temps pour toi dans ton quotidien, etc. Et à titre personnel, j'avais cette stratégie de me dire, bah finalement, c'est la semaine de 4 jours, 4 jours sur 5 Mhm. qui est le truc qui te conviendrait le mieux. J'ai essayé et comme tu l'as dit, il y a une différence entre travailler moins. Comment je pourrais prononcer ça? C'est pas Je qu'une vais te faire, question de temps je de vais te faire le travail. résultat. Je vais te faire le résultat de ce qui s'est passé. Ouais. Du coup, ok, je mets mon vendredi off. Mhm. Qu'est-ce qui se passe? Je suis 100 fois plus stressée 4 jours de la semaine sur Mhm. 5. Du coup, je suis revenue en arrière parce que si je fais ça, c'est pour pas être stressée, alors que je mets ça en place et je suis encore plus stressée qu'avant. Mhm. Euh, Il y a des règles ou pas d'ailleurs, qui fait que bah, peut-être qu'on n'a pas tous le même besoin. C'est-à-dire que même, je trouve même au sein du slowpreneuriat, il y a des il faut que un peu qu'on voit partout. Genre le slowpreneuriat, c'est bah, travailler plutôt une journée de moins plutôt qu'une heure de moins chaque jour. Du coup, tu vas peut-être penser plus à travailler une journée de moins alors que c'est peut-être 1 heure par jour qu'il te faudrait en moins de plus tôt. Comment tu, comment tu es sûr que tu trouves en fait finalement la philosophie le style de vie, pardon, qui te correspond vraiment et que tu rentres pas dans un autre système de Mhm. parce que moi du coup j'ai eu l'impression, Ouais. alors que finalement ça m'a jamais trop dérangé de travailler, je sais pas, je vais travailler 35-40 heures, c'est pas non plus énorme, mais ça m'a jamais trop dérangé de me forcer parce qu'il faut que travailler 20 heures, c'est mieux, et me retrouver dans une situation avec beaucoup plus de stress qu'autre chose. Alors, euh, je vais être très tranchée sur le sujet. Mais Vas-y. pour moi, un des principes fondateurs du slowpreneuriat, le mouvement slow, donc qui est pas que dans le slowpreneuriat, hein, le mouvement slow, dans les piliers du mouvement slow, il y a euh, vraiment le fait de se centrer sur les besoins de l'humain et de l'individu et de reconnecter avec des rythmes naturels. Et donc tout ça, c'est forcément subjectif, c'est forcément du cas par cas. Donc déjà, le fait de défendre qu'il y a des manières, un rythme imposé dans le slowpreneuriat, c'est un non-sens.
À partir du moment où on impose et il y a une injonction à travailler d'une telle ou telle manière, ce n'est pas en fait pour moi ce n'est même pas compatible avec la philosophie du slowpreneuriat qui fait de s'adapter à l'humain et tous les humains sont différents, ont des réalités différentes, ont des besoins différents. Et tu as des personnes qui vont faire des burn-out en bossant 15 heures par semaine parce que c'est rempli de choses qui sont très inconfortables et que ça les stresse et qu'en fait, ça les épanouit pas. Et tu as des personnes qui sont complètement dans le slowpreneuriat en bossant 45 heures par semaine parce que elles ont une réalité de vie qui font qu'elles ont peut-être pas de contraintes autres, pas d'enfants, pas de, enfin tu vois, peut-être qu'elles sont célibataires ou peut-être que voilà, elles ont un rythme qui est comme ça. C'est rempli de tâches confortables. Donc non, ce n'est pas qu'une question de temps de travail. Et c'est très important, à mon sens, de comprendre qu'il n'y a aucune généralité à faire dans ce mode de travail. C'est toujours du cas par cas. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, on part de la réalité de la personne. On a tous des réalités différentes. Et c'est dommage d'ailleurs que, est-ce qu'on a besoin globalement, à l'échelle globale, de ralentir et de faire moins? Oui, mais de manière macro, parce qu'aujourd'hui, c'est très lié à énormément de conséquences sociales, environnementales, enfin tout ce qu'on connaît un peu comme dérive, mais au cas par cas, euh, l'injonction, elle a même pas lieu d'être là-dedans. Et encore une fois, ouais, c'est pas qu'une question, quand dans le travailler moins, je crois que c'est ça que les gens peut-être ne saisissent pas, c'est que c'est pas seulement travailler moins de temps, c'est travailler de manière moins inconfortable, travailler de manière moins stressante. C'est réduire le stress à la source le plus possible. Et donc, on a tous des sources de stress différentes, à la fois dans ce qui nous arrive et puis dans la manière de le vivre. Il y a des gens qui vont être très stimulés par le fait de dire, allez, cool, je vais réduire mon temps de travail, je vais faire un bon tri, ça me fait du bien, en fait, j'avais besoin de ça. Et puis, il y a des personnes, en fait, qui étaient très à l'aise sur 5 jours et ça va être une source de stress et ça va pas être vécu pareil. Ouais, j'aime beaucoup cette nuance. En fait, c'est pas travailler moins d'heures, comme tu l'as dit, c'est moins Ça- stressant que Ouais, moins d'heures. en fait, ça dépend. Il y a des gens, Ça bah, dépend de chacun, en oui. fait, si la source du problème, c'est je travaille trop, j'ai trop de choses à faire, et bah, là, dans ce cas-là, pour cette personne-là, ça va être une question de réduction du temps de travail. La plupart du temps, en plus d'expérience, la réduction du temps de travail, c'est plus une conséquence. C'est rarement, ça arrive, hein. Les fois où on travaille directement là-dessus, ça va être, par exemple, des personnes qui ont une réalité de vie qui change. Ah tiens, j'ai un enfant qui arrive. Ou ah tiens, là, je suis vraiment fatiguée, j'ai besoin de prendre du temps off, il faut que je m'en dégage. Donc, sur des problématiques spécifiques, des fois, on va travailler dessus. Mais la plupart du temps, c'est beaucoup plus des gens qui ont déjà un rythme de travail qui est très raisonnable. Par contre, qui est peut-être stressant ou qui n'arrivent pas à développer leur business dedans, etc. Donc, c'est là où on va chercher vraiment moins d'inconfort, moins de clients qui ne sont pas adaptés, moins de méthodologies qui correspondent pas à la manière dont notre cerveau est câblé. Le moins n'est pas uniquement temporaire, Ok. temporel plutôt. Top. Top, 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 c'est clair. Beaucoup plus clair d'ailleurs. C'est là où je pense que la semaine de 4 jours de coup, pour l'avoir essayé, elle n'est pas faite pour moi. Moi, clairement, ça Ouais. m'a mis un Et c'est stress pas grave, hein. incroyable. Mais par contre, ce que j'aime bien, du coup, moi, alors même, tu vois, j'ai essayé finir 1 heure plus tôt. Mhm. Même ça, c'est pas fait pour moi parce que finalement, je suis beaucoup plus productive l'après-midi que le matin. Du coup, c'est l'inverse. Ah oui, Je grotte. commencer plus tard. Ouais, mais il y a ça Voilà, aussi. je commence Ouais. plus tard, je gratte une horaire plus tard, qui est en effet, je trouve, pas forcément dans les mœurs, parce que dans la liste de hiérarchie des choses qu'on Mhm. te dit à faire en premier, c'est d'abord tu supprimes une journée, après si tu peux pas, tu finis 1 heure plus tôt, après si tu peux pas, peut-être tu commences 1 heure plus tard. Mais c'est vrai que je trouve que on vit vachement dans les il faut que. Mais c'est Oui, aussi peut-être les réseaux sociaux, parce que ouais. quand on passe des messages sur les réseaux sociaux, on est tous pareils. Enfin, moi, tu dois être aussi confronté à ça. Tu peux pas trop mettre de nuances, c'est ultra chiant. Oui. Faudrait écrire des pavés de 5 pages pour écrire vraiment toute ta pensée. Alors là, tu dois faire des trucs qui rentrent dans des cases. Qui fait que, Ouais. sans le Alors, vouloir, on fait peut-être des il faut que, alors qu'on le veut même pas intentionnellement. Je pense que si tu n'as vraiment pas envie de mettre des il faut que, tu peux te retenir. Moi, je sais que c'est une discipline que je maîtrise assez bien, mais qui me demande beaucoup tu vois, de conscientiser les choses. Quand je dis il faut, en général, et que j'insiste en disant que j'en ai conscience, c'est très particulier. C'est que vraiment, il y a une injonction consciente, mais qui sont rarement sur ces trucs-là. Euh, je crois que la problématique, c'est pas tellement qu'on peut pas mettre de nuances, parce que même sur des contenus courts, on peut mettre de la nuance, mais même si je suis d'accord avec toi, c'est bien de pouvoir creuser des sujets. Je crois aussi que quand tu dis à ta communauté il faut que et que tu as quelque chose à vendre derrière,
ça vend Ah bah mieux. oui, bah, c'est sûr que... En fait, on peut tout à fait prôner quelque chose de slow et avoir quand même soi-même des ambitions financières qui sont très hautes et avoir besoin qu'il y ait beaucoup de gens qui achètent. Et l'injonction est plus vendeuse que la nuance. Ouais. Non, je suis bien d'accord, mais alors du coup, c'est peut-être une interprétation. Pourquoi je te dis ça? Parce que, par exemple, le slowpreneuriat, Mhm. je te suis, j'ai regardé ton contenu, etc. J'ai pas eu la nuance de moins d'heures versus là, ce qu'on vient de dire, tu vois, moins d'heures Mhm. versus moins stressante. Et pourtant, je pense que tu fais attention à pas faire Ouais. de messages il faut, mais le cerveau en face fait des raccourcis parce que Oui. forcément, on peut pas tout rentrer dans le cerveau, etc. Et va du coup, à partir d'un truc où il y a peut-être pas un il faut, mais comme il n'y a pas écrit clairement la nuance noir sur blanc Mhm. de patati, de patata, va faire des raccourcis. En Ouais, fait, c'est pas complètement. forcément dans l'intention de celui qui écrit, mais c'est juste que quand on écrit, il faut quand même aller un peu minimum Oui, droit au oui, je vois ce but. que tu veux dire. La personne, elle, va faire elle-même ses propres raccourcis, donc tu as double raccourci, ce qui Ouais. fait que sans le vouloir, tu envoies des il faut et qu'après on rentre dans la boucle vicieuse, tu Ouais. vois. À un moment donné, moi j'étais dans la boucle vicieuse de il faut faire du slowpreneuriat, alors que j'étais très bien sans Mhm. slowpreneuriat, Oui, oui. que Mais tu je vois, crois que ça me rendait pas malheureuse. ces raccourcis en fait que tu fais, ils sont peut-être liés à ce que tu as vu par ailleurs. Et donc, si tu as vu partout la semaine de 4 jours, c'est la vie, c'est la meilleure solution, etc., tu vois. Euh, En gros, s'il y a la plupart des contenus que tu vois sur ce sujet sont dans cette dimension, c'est comme ça qu'il faut faire. Et dans l'injonction, tu vas peut-être interpréter même des contenus qui ne sont pas dans l'injonction. Ton À cerveau, il l'inverse. va se dire, bon, ben, en fait, c'en est un de plus, sans forcément aller creuser. Parce que tu vois, ce discours-là, je le tiens, mais par contre, je vais le tenir dans mes newsletters, je vais le tenir dans des contenus plus longs, etc. Ou même quand je parle avec les gens. Mais il faut prendre le temps d'aller creuser aussi ça. Et c'est pour ça que je dis, je sais qu'il y a ces discours-là, et d'ailleurs, je le fais pas parce que je m'occupe d'abord de mes affaires, mais j'en vois aussi des injonctions à travailler moins, mais peut-être des fois au service pour toujours faire plus finalement. C'est être plus efficace, être plus productif, Ouais. gagner du temps pour pouvoir toujours gagner plus, gagner plus, gagner plus, gagner plus. Bon, mais ça, c'est pas non plus l'injonction à devoir toujours gagner plus. Moi, je la rejoins pas, par exemple. Donc, je Ouais. vois Mais ce tu qui se vois, passe aujourd'hui, je aussi, trouve, mais à titre personnel, par le contenu peut-être que je consomme, mm. la nouvelle injonction de la réussite, c'est gagner beaucoup en travaillant moins. Oui. Enfin, tu vois, que ça rentre dans une nouvelle. En fait, l'intention rentre dans une nouvelle dynamique de réussir, alors que l'intention de base de la philosophie Et n'était pas oui. là. Et qu'en fait, petit à petit, on retombe dans un travers et qu'on reviendra en arrière avec un autre travers peut-être, mais euh, très vite. Et peut-être pas ton contenu en particulier, surtout je l'ai pas ressenti sur ton contenu, Mm. mais très vite, comme tu dis, tu vois des contenus à droite, à gauche, et ton cerveau va regrouper tout en un seul truc, qui va faire une conclusion de, en fait, là, si je veux réussir, il faut que je gagne le même argent en travaillant moins, parce que c'est ça la réussite. Mais oui, Alors que c'est encore j'ai pire. rien prévu de faire à côté, tu sais. Je travaille juste moins, mais alors pour regarder des séries Netflix, cool. Mais en fait, c'est ça d'ailleurs qui est pour moi, moi j'observe ça avec un peu d'inquiétude parce que à la fois ça part en fait c'est encore pire, c'est-à-dire qu'avant il fallait gagner beaucoup en travaillant beaucoup, ce qui ne marche pas hein, la plupart du temps, enfin je veux dire pas en restant en bonne santé. Et maintenant, il faut gagner beaucoup, toujours autant, voire plus, mais il faut se débrouiller pour être tellement efficace que faut faire ça à un temps record. Tu vois vraiment d'être toujours plus efficace. En fait, c'est une injonction à la performance qui est encore plus élevée. Ouais, C'est être exactement. encore plus performant. Et ça, pour moi, c'est problématique parce que la performance, c'est un peu le problème de base. Donc, on essaye de résoudre un problème de performance en en rajoutant encore plus. Je suis absolument pas convaincue que ça va aider les gens à être plus heureux, plus sereins et en meilleure santé. Et c'est pas parce qu'il y a quelques... Et en plus, alors, autre problématique que j'y vois, c'est que la plupart du temps, dans ce que j'observe, en fait, c'est pas du cas par cas et ça va être plutôt des accompagnements à adopter certains business models spécifiques, scalables, qui permettent de décorréler le temps de travail du revenu, ce qui est un choix possible, mais il y a plein de gens qui n'ont pas envie de faire ce choix-là. Et tous les gens qui ont envie de réduire leur temps de travail, de travailler moins et mieux, n'ont pas nécessairement envie de faire des formations en ligne, des trucs scalables. Enfin, tu vois, il y en a plein en fait qui veulent juste continuer à faire de l'individuel avec leurs clients. Et toutes ces personnes-là, j'en vois tellement qui se disent oh, mais en fait, je me plante là à faire de la prestation de service ou à faire de la création ou tout ça. En fait, je devrais faire de la formation en ligne, je devrais faire du consulting, je devrais faire ça. Et donc, tu as plein de gens qui vont changer
tout leur business model, quitte à perdre le sens de ce qu'ils font, parce que bah, eux, ce qu'ils veulent, c'est aussi travailler moins à la base, et puis qu'ils se disent, ah ok, en fait, c'est le seul moyen. Et c'est ça que je Ouais. trouve assez dommageable. On est juste en train de remettre encore plus de performance sur quelque chose qui est lié, qui est une conséquence néfaste de la performance à la base. Pour moi, c'est pas la bonne manière. Mm. Mais c'est là où, en effet, le travailler moins, on le prend peut-être pas à la bonne source du problème. Dans le sens où il y en a qui en vrai kiffent ce qu'ils font. Ils font peut-être du tarif à la séance 50 heures par semaine, ils kiffent. Mais ils vont voir un truc de type, ah bah c'est pas ça la réussite. La Ouais, réussite, c'est travailler ouais, moins. Se forcer complètement. à chercher un business model pour travailler moins, alors que bah, ils travaillaient peut-être beaucoup, mais ils kiffaient. Et je trouve que c'est là où je trouve mieux ce que tu m'as dit là, de c'est travailler sur moins de choses stressantes. Mm. Du coup, si aujourd'hui il y a rien qui te stresse, bah change rien. Mais en fait, c'est ça. Quand il Et n'y a fais pas de pas problème, il n'y a pas travailler de moins problème. de. Voilà. Mm. Quand il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Et c'est, je trouve ça un peu dommage parce que pour moi, ça détourne les. Alors, non seulement ça détourne les gens de leurs vrais besoins, et en plus, ça donne une image du ralentissement et du slow enfin, qui est néfaste. Donc, c'est dommage parce que ça dénature en fait ce que c'est à l'origine, et ça risque juste d'avoir des gens qui se disent, mais en fait, c'est nul, c'est pas intéressant, et c'est encore une course au toujours plus. De toute façon, d'une certaine manière, quand c'est vu comme Ouais. ça, c'est encore une course au toujours plus, alors qu'à la base, le slowpreneuriat, enfin, le mouvement slow, c'est faire moins et mieux, plus en fonction des rythmes organiques, plus proche de la nature, plus dans la coopération et pas la compétition, de respecter les limites et la nature et de soi-même. Enfin, tu vois, la philosophie du slow, elle est vraiment pas dans quelque chose qui est alignable avec la performance finalement et la recherche constante de performance. La performance, c'est la petite cerise sur le gâteau à la fin, quoi. Mais la performance, c'est surtout tu es performant ponctuellement quand il y a besoin de mettre un coup de collier, mais la performance, si tu dois tout le temps être performant, c'est exactement comme ça que tu t'épuises. On n'est pas Ouais. fait pour être tout le temps performant, on n'est pas des machines. La machine, Mm. elle est faite pour être performante, mais nous sommes des êtres humains, on est des êtres biologiques et c'est impossible d'être tout le temps performant. Et quand on cherche à l'être tout le temps, on finit par cramer ou par tomber malade. C'est constant. Enfin, ça, il y a bien une certitude qu'il y a, c'est ça. Donc l'idée que il faut être des machines, et je sais que beaucoup de modèles qu'on voit nous font croire que non seulement on peut l'être, mais qu'on doit l'être si on veut entreprendre. C'est un truc de warrior, tu vois. Mais c'est des conneries. C'est vraiment des Mm. conneries. C'est physiologiquement impossible. Ouais, on est bien d'accord. Ou sinon, faut prendre des cachets. Oui, et donc avec d'autres problèmes, quoi. Enfin, je veux dire, C'est ça. les cachets non plus, c'est pas neutre. Ouais. Ok, je vois le temps qui passe. Laure, si tu devais donner un dernier conseil à ceux qui hésitent justement à peut-être se lancer dans un mouvement de slowpreneuriat, tu leur dirais quoi? Bah déjà qu'on n'est pas obligé d'être 100% là-dessus. C'est-à-dire que le slowpreneuriat, c'est une manière de travailler qui a ses propres codes, ses propres méthodes, sa propre philosophie, et on peut très bien avoir ponctuellement besoin de s'approprier certaines choses de ça, sans que ça soit pour embrasser toute la philosophie. C'est complètement OK. Et ensuite, de bien comprendre comment on fonctionne. Parce que pour pouvoir adapter son business à son mode de fonctionnement naturel, c'est bien de distinguer ce qu'on fait vraiment spontanément, comme en termes de méthodologie, ce qui nous correspond, de peut-être des comportements plus adaptés, de faire la différence en gros entre nos compétences acquises, mais qui ne sont pas forcément confortables pour nous et qui ne sont pas les meilleures pour nous, et puis ce qui est de l'ordre plus du talent, c'est-à-dire les trucs qu'on fait tellement simplement qu'on ne comprend même pas la valeur que ça en a, on ne comprend pas que les autres, ils n'y arrivent pas, etc. Donc, c'est très intéressant de creuser comment on est câblé. Euh, j'ai un petit outil gratuit pour ça que je pourrais te donner à mettre en lien si tu veux Ah, pour top. comprendre son mode de fonctionnement, son profil et à partir de là pouvoir faire un point entre ben voilà, je fonctionne comme ça et dans mon business actuellement, bah, il y a telle chose, telle chose, telle chose qui vient en contradiction directe avec ça et donc qui est une source de stress. Donc, ça peut être une première étape de dresser cette liste de points à améliorer, à faire différemment, à faire plus en fonction de soi. Voilà, juste pour parler en fonction de comment on est fait. Et avoir un peu une liste d'améliorations viables à faire, qui seront probablement pas celles du voisin, mais ça, c'est pas grave du tout. Ok, top. Excellent, excellent conseil.
Et sur le podcast, j'aime bien terminer chaque épisode par une question de coaching que les auditeurs vont pouvoir écouter en marchant et en musique. Est-ce que tu aurais justement une question à poser pour qu'ils réfléchissent à peut-être comment remettre plus de sens dans leur vie ou comment je m'approprie le slowpreneuriat? Bref, une question qui serait peut-être que toi, t'aimes bien te poser, que nos éditeurs pourraient se poser. Oui, quels sont les choix ou les directions qu'ils sont persuadés de ne jamais regretter, même au bout du chemin? Pourquoi je dis ça? Parce que moi, une des choses qui m'a le plus aidée, c'est de voir cette étude faite par une infirmière australienne qui accompagnait des personnes en fin de vie et qui a listé les 10 plus grands regrets des personnes sur leur lit de mort. En premier, c'est ne pas avoir accompli ses rêves et en deuxième, c'est avoir trop travaillé. Mm. Et donc, en fait, à tout instant, même si on est très attiré par ce qui se passe autour de nous, par la réussite des autres, se demander est-ce que ce choix-là, cette direction-là, je suis persuadée de ne pas le regretter parce que je le sens dans mes tripes que c'est la bonne direction. Et en général, quand on se pose cette question, ça permet aussi de ne pas partir dans des directions où on se rend compte qu'on ne sait pas trop pourquoi on le fait à part poursuivre le mouvement. Excellente question. Restez bien du coup jusqu'à la fin pour avoir cette question à méditer en marchant et en musique. Et Laure, pour ceux qui veulent te retrouver, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver? Alors, on peut me retrouver sur Instagram, @maslowboîte. On peut me retrouver sur LinkedIn aussi avec mon nom, Laure Daudier. Et j'ai une newsletter toutes les semaines dans laquelle je vais soit parler de mes cheminements à moi, de mes prises de conscience, donner des fois des cas clients, des cas concrets, enfin vraiment, voilà, un petit peu le slow de vue de l'intérieur, comme je le vis moi aussi, parce que je suis toujours en cheminement pour faire mieux, et comment le vivent certaines de mes clientes pour avoir du concret aussi à se mettre sous la dent et s'inspirer. Trop bien. Et ben, je mettrai tous les liens en descriptif de l'épisode. Et Laure, encore un grand merci pour cet épisode. J'ai adoré en découvrir un peu plus sur le concept. Et je te dis à très vite. À très vite. Merci beaucoup, Alexandra. Ciao. Ciao. Avant de te plonger dans la question de coaching du jour, pense à rejoindre la plateforme d'exercice en ligne du podcast pour y retrouver les notes d'épisode, les questions de coaching et l'action à réaliser pour cheminer pas à pas vers une vie pleine de sens et d'impact. Le lien est en description de l'épisode. Et bien évidemment, si tu as aimé cet épisode et le concept du podcast, tu peux me le faire savoir en me laissant une belle note ou un joli commentaire sur la plateforme de ton choix. Tu peux aussi partager le podcast à une personne qui peut en avoir besoin. Et c'est parti pour tes 2 minutes de coaching et on se retrouve très vite dans le prochain épisode. Bye bye! Et c'est parti pour ta question de coaching à méditer en marchant et en musique. Et aujourd'hui, c'est Laure qui te pose cette question. Quels sont les choix que tu es persuadée de ne jamais regretter?